Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour à vous. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast de Synergie, nous recevons Monsieur Eduardo Martín Moreau, neuro-ingénieur au CHUV, et Cyril Badetcher, chargé de sensibilisation à la Fondation Foyer Handicap. Eduardo, pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous expliquer votre rôle dans le développement des implants neuronaux, s'il vous plaît? Bonjour, alors merci pour l'invitation. Oui, je m'appelle Eduardo Martín Moreau, donc je suis professeur à l'Université de Lausanne, chercheur au CHUV, notamment dans un centre qui s'appelle NeuroRestore, qui cherche à développer des thérapies pour donner réponse aux problèmes moteurs, que ce soit suite à une maladie comme le Parkinson, comme les AVC, comme les lésions de moelle épinière. Donc moi, je m'occupe principalement de tout ce qui a à voir avec la maladie de Parkinson, et notamment le développement de thérapies pour donner réponse aux troubles de la marche, c'est-à-dire les difficultés que peuvent développer les patients à marcher. Et notamment, ils peuvent avoir des chutes, ils peuvent avoir des problèmes qui affectent leur mobilité dans le jour. Et donc justement, j'ai un groupe de recherche qui cherche à mieux comprendre ces aspects de la maladie et à développer des thérapies de stimulation, c'est-à-dire qu'on va aller lancer de l'électricité sur le système nerveux pour changer l'activité du système nerveux et donner réponse à ces troubles. Comment vous êtes venu cette idée de l'implant neuronal dans la moelle épinière? Donc c'est une bonne question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans le centre où je travaille, comme je disais, on travaille aussi beaucoup avec des personnes qui ont eu des lésions de moelle épinière. Et donc cette idée d'aller stimuler la moelle épinière pour réactiver les circuits de la moelle qui contrôlent les jambes avait déjà été testé sur des patients justement qui étaient paralysés. Et on avait bien compris les mécanismes, etc. C'est-à-dire il faut savoir que quand on marche, évidemment le cerveau va tout d'abord réfléchir à marcher et puis les signaux vont descendre le long de la moelle épinière pour aller activer des neurones qui sont dans la zone lombaire de la moelle, donc tout en bas de la moelle. Et donc ces circuits de la moelle épinière sont ceux qui après vont contracter les muscles des jambes quand on marche. Et donc évidemment, on avait compris quand on travaillait avec des patients paralysés que si on lance de l'électricité sur ces circuits de la moelle, on peut les réactiver et régénérer des mouvements des jambes. Et donc on s'était dit, pour la maladie de Parkinson, évidemment l'origine de la maladie est très différente que quand on a une lésion de moelle épinière. Ça n'empêche que ces circuits de la moelle restent ceux qui sont essentiels pour la marche. Et donc on va aller cibler directement ces circuits avec de la stimulation, donc électrique. On va les réactiver et en faisant ça, on espère que l'on pourra donner réponse à ces troubles de la marche, les difficultés à marcher, l'asymétrie, le manque de stabilité, etc. Comment fonctionnent ces implants et comment sont-ils installés dans la moelle épinière, s'il vous plaît? Oui, donc c'est une opération chirurgicale. Il y a une petite électrode qui va se mettre sous les vertèbres sur la moelle épinière de façon à lancer de l'électricité sur le système nerveux, donc sur la moelle. Et donc cette électrode va être connectée par un petit câble à un boîtier métallique. En fait, c'est une batterie finalement qui va se mettre sous la peau. Ça se place, mettons-le comme ça, lors d'une opération chirurgicale qui est faite par la professeure Bloch au CHUV. Ça peut durer 3-4 heures, enfin le temps de tout placer, de tout tester, de bien vérifier qu'on est là où on veut être, qu'on stimule bien la zone de la moelle épinière que l'on veut cibler, etc. Il faut quand même savoir que ce type d'implant et ce type de chirurgie a été longtemps utilisé pour donner réponse à des douleurs chroniques. Donc des gens qui peuvent avoir des douleurs des jambes, par exemple. Et donc c'est le même ou un implant un peu similaire avec une chirurgie similaire aussi, sauf que c'est une autre région de la moelle épinière, etc. Il y a quand même tout un historique dans le développement de ces implants et dans ce type de chirurgie que l'on a pu réutiliser, mettons, pour cette application, qui est différente, mais voilà. Et quels sont les risques et les avantages de cette technologie? Comme toute opération chirurgicale, il y a un petit risque, comme toujours, qu'il puisse y avoir des infections ou des choses comme ça. Mais en général, c'est quand même une chirurgie, comme je disais, qui est devenue assez courante, qui reste peu invasive par rapport à d'autres choses qui se feraient par exemple au niveau du cerveau. Et honnêtement, la professeure Bloch, notamment au CHUV, mais également dans d'autres centres tout autour du monde, c'est quelque chose qui se fait quand même assez habituellement, si je dis, pour, comme je disais, les douleurs chroniques. Et donc en fait, les risques sont assez minimes. Les avantages, c'est que on est vraiment en train de cibler la zone qui contrôle les jambes. Et donc c'est quand même très différent de toutes les autres thérapies qui existent pour le Parkinson en particulier, qui vont en général aller cibler des zones dans le cerveau qui sont celles qui peuvent devenir un peu pathologiques à cause de la maladie. Nous, le concept est très différent. On se dit, bon, la maladie, l'origine est dans le cerveau, d'accord, ça n'empêche que les problèmes de marche doivent passer par cette zone de la moelle, donc on va cibler cette zone de la moelle. Donc c'est vraiment ciblé pour la marche. Et donc ça, c'est quand même un avantage parce qu'on a une précision et une capacité à moduler les mouvements que l'on ne pourrait pas avoir autrement.
Et dans l'avenir, vous voyez comment l'évolution de toute cette technologie? Je crois que le potentiel est là. Je crois que pour l'instant, on a fait 2 patients seulement et on cherche justement à évaluer ça sur plus de personnes. On est quand même conscient, même si les résultats initiaux ont été très positifs, il se peut que tout le monde ne bénéficie pas nécessairement de ce type de thérapie. Je pense qu'il n'y a jamais vraiment une thérapie qui marche pour tout le monde, hein, c'est habituel. C'est pour ça que on a toute une combinaison d'alternatives et ça, c'est une possibilité parmi d'autres, effectivement. Mais ce qu'on cherche vraiment maintenant à se dire, c'est quelles sont les personnes qui vont bénéficier le plus, quel type de population, il faut faire attention à quoi. Donc on est dans cette phase de se dire, comprenons bien comment différentes personnes peuvent répondre à ce type de thérapie. Mais je pense néanmoins que ça apporte un nouvel outil, si vous voulez, aux médecins pour donner réponse à un problème qui, au jour d'aujourd'hui, n'a pas vraiment de solution. Quand un patient développe des problèmes de marche, on ne sait pas très bien quoi faire. Et donc, ça apporte au moins sur la table une nouvelle possibilité thérapeutique. Et je pense que de ce point de vue-là, au moins, c'est assez prometteur et c'est assez positif. Pourquoi avoir choisi la maladie de Parkinson comme orientation pour cette technologie? Comme je disais, la thérapie, initialement, on l'avait développée plutôt pour des personnes atteintes de lésions de moelle épinière, donc vraiment des personnes qui sont en fauteuil roulant, qui sont paraplégiques. L'application pourrait s'étendre à d'autres maladies. Donc Parkinson, c'est une maladie où on voit effectivement qu'il y a des troubles de la marche pour lesquels on ne sait pas très bien quoi faire. Ça peut également s'appliquer à des AVC, par exemple. Donc tout ce qui a à voir avec la marche. Dans tout ce type de maladie, on se dit que le fait de cibler la région de la moelle épinière qui va contrôler la contraction des muscles des jambes, etc., pourrait permettre de réactiver ces mouvements et d'améliorer la marche. Donc le Parkinson n'est pas nécessairement la seule maladie où on peut appliquer ce type de thérapie. Personnellement, je m'occupe de ça parce que la maladie de Parkinson, c'est quelque chose qui me touche aussi au niveau personnel et c'est quelque chose qui m'a toujours motivé. Ça me permet après d'avoir des interactions avec des gens fantastiques comme Cyril, par exemple. Et donc, j'avoue qu'il y a un côté personnel aussi qui me motive beaucoup dans tout ça. Et c'est la raison pour laquelle moi, en tant que personne, en tant que chercheur, je travaille dans cette maladie. Mais comme je dis, c'est pas nécessairement la seule où on peut appliquer ça. Les entretiens de Synergie Mag. Cyril, pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous expliquer votre lien avec Eduardo, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Cyril Badercher, j'ai 37 ans et ça fait 1 année que je travaille à la Fondation Foyer Handicap en tant que chargé de sensibilisation. Comme vous avez dit, Neil, je suis atteint de la maladie de Parkinson depuis l'âge de 32 ans officiellement et officieusement depuis 30 ans, les symptômes ont commencé. Après, Eduardo, on se connaît via, on va dire, ma maladie. Parce qu'en 2021, j'ai décidé avec une connaissance de créer une association pour la maladie de Parkinson. Donc le but de l'association, c'était de trouver des fonds et de reverser à un institut ou à un hôpital ou à une association. Et avec les recherches, j'ai vu qu'au CHUV, il y avait un département Neurostore et qui faisait ses recherches pour la maladie de Parkinson sur la marche. Et je me suis dit, alors peut-être un petit peu égoïstement, quitte à donner de l'argent à un département, que ça me serve directement. Parce que moi, dans ma démarche, je suis atteint au quotidien. Donc j'ai pris contact avec eux et puis c'est comme ça que depuis 3 ans, on est en relation, soit par téléphone ou en direct, pour échanger ou pour qu'il nous fasse part avec son équipe des avancées ou des recherches et de l'évolution de la maladie. Justement, quels sont vos défis au quotidien pour vivre avec cette maladie? Je parlerai pas de défi parce que pour moi le défi ça a un petit peu une consonance négative. Je dirais j'essaye de vivre avec elle et pas contre elle. Donc là, comme vous le voyez, je tremble un peu, donc c'est déjà trouver un équilibre. Et aussi, ce que j'apprends de plus en plus, et ce que j'avais un peu de mal au début, c'est apprendre à prendre des temps de repos. Parce que quand la démarche ne va pas, après il y a le bassin qui prend, après il y a le dos, après il peut y avoir la nuque. Donc le temps de repos, c'est aussi une sorte de thérapie pour stabiliser au mieux cette maladie au plus long terme. Les entretiens de Synergie Mag. Eduardo, nous avons donc visionné le reportage sur Marc, premier patient à avoir utilisé cette technologie.
comment va-t-il aujourd'hui? Marc, donc il s'était fait implanter, si je me trompe pas, c'était en octobre 2021, donc ça fait maintenant presque 3 ans. Il va bien, c'est vrai, on est toujours en contact, donc il fait toujours partie de l'étude. L'étude clinique a été rallongée de 3 ans, ce qui veut dire que pendant ces 3 années, on continue de le suivre, on continue de le voir une fois par année, et ça nous permet également de voir sur le plus long terme l'effet de cette thérapie, parce que l'effet aigu sur les 6 premiers mois a été très positif, mais évidemment, on sait que c'est une maladie qui est dégénérative et donc qui évolue, et donc il nous fallait un peu comprendre est-ce que l'effet de la thérapie va se maintenir, est-ce qu'il va diminuer, est-ce qu'on doit continuer d'adapter peut-être les paramètres. Et donc ce qu'on a compris effectivement au cours de ce temps-là, c'est qu'il nous faut adapter la thérapie. Donc déjà pour 2 raisons. La première, c'est que la maladie évolue. Donc Marc, il va toujours bien, mais c'est vrai qu'il a des symptômes qui changent. Et deuxièmement, les autres thérapies qu'il prend, c'est-à-dire que ce soit des médicaments ou que ce soit lui, il a une stimulation cérébrale profonde qu'on appelle, donc c'est-à-dire il a un implant dans le cerveau qui permet de stimuler le cerveau. Et donc ces 2 thérapies qu'il avait déjà quand il est rentré dans notre étude ont elles aussi changé. C'est-à-dire que les paramètres de la stimulation cérébrale et la quantité de médicaments qu'il prend ont évolué. Ce qui veut dire qu'on a dû adapter au cours du temps notre thérapie de moelle. J'insiste, c'est normal. Donc c'est important pour nous de voir cette évolution et de voir que ça continue quand même à l'aider. Et j'insiste, c'est quelque chose qu'on continuera de faire au cours de ces 3 ans. Et j'imagine même après, autant pour lui que pour nous. Parce que bon, déjà, il y a un grand lien d'amitié entre nous également. Donc c'est quelque chose que l'on veut garder. Et c'est important, comme je dis, aussi pour le développement de la thérapie, pour comprendre comment, sur le long terme, il va falloir adapter cela. Cyril, que pensiez-vous des recherches effectuées par Eduardo? C'est un petit peu compliqué de répondre parce qu'on va dire simplement j'y connais rien. Tout médecin ou tout chercheur, on doit lui donner notre confiance. Sans eux, il y aurait aucune évolution si on leur ferait pas confiance. Et s'il y aurait pas des donations comme il y a eu quelque temps en arrière de Michael J. Fox, tout ça fait que les malades font confiance et c'est grâce à des dons aussi qui peuvent évoluer et chercher plus pour affiner, comme Eduardo a dit un peu avant, la technologie pour être plus précis et retarder la maladie de Parkinson ou toute autre maladie par rapport à la stimulation de la moelle épinière. Et comment vous voyez, Cyril, l'avenir pour le traitement de cette maladie de Parkinson? Moi, je la vois positivement. Après, c'est sûr, quand on est touché par une maladie, on a l'impression que ça avance plus vite que si on serait pas touché. Parce que pour moi, la maladie de Parkinson avant, alors on va dire, je savais ce que c'était. Oui, le nom, la maladie était pour les personnes de plus de 60 ans, puis les bras tremblaient dans tous les sens. Mais en l'ayant eu à 32 ans, diagnostiqué à 32 ans, et en voyant les problèmes que j'ai eus, il y a eu tout un apprentissage à comprendre cette maladie. Et en ayant créé une association, obligatoirement, j'ai plus d'informations qui m'arrivent. Donc, d'avoir cette maladie, obligatoirement, on est plus au courant de l'évolution que d'une autre maladie où on est indirectement touché de proches ou de moins proches. Et vous, Eduardo, comment vous voyez l'évolution pour la maladie de Parkinson? Je trouve qu'il y a effectivement beaucoup de recherches qui se fait actuellement. C'est un moment aussi socialement actuellement, il y a beaucoup d'intérêt par cette maladie. C'est vrai que c'est une maladie qui se développe beaucoup. En fait, c'est la maladie qui croît le plus actuellement. Donc, on voit une augmentation assez spectaculaire du nombre de cas. Et malheureusement, on ne sait pas encore exactement l'origine. Donc, on sait qu'il peut y avoir potentiellement des causes génétiques, mais qu'il y a aussi des facteurs environnementaux qui peuvent affecter le développement de la maladie. On ne sait pas très bien comment ces deux-là se combinent. On a quand même du mal encore à bien diagnostiquer cette maladie, c'est-à-dire au final on la diagnostique une fois qu'il y a des symptômes assez évidents, alors que la maladie a peut-être commencé 5 ans ou 10 ans avant, enfin ça dépend des patients, mais voilà. Elle est assez hétérogène, c'est-à-dire que plusieurs patients peuvent développer des troubles assez différents. Il peut y avoir des tremblements, il peut y avoir de la rigidité, il y a des gens qui développent des problèmes de marche, il y en a qui ne développent pas du tout des problèmes de marche, donc en fait voilà, c'est très hétérogène. Je pense qu'en général, il y a beaucoup de recherches qui se fait, il y a pas mal d'avancées qui se fait, en tout cas par rapport à d'autres maladies, mais comme disait Cyril, c'est vrai que c'est quelque chose qui avance malheureusement lentement, et je peux très bien imaginer que quand on est atteint de la maladie, on est content de voir que l'on travaille là-dessus, mais on voudrait toujours que ça aille plus vite. Je dois quand même avouer que c'est grâce au soutien de la fondation, par exemple, de Cyril, où lui, il a aussi parlé de la Michael J. Fox. C'est une grande fondation américaine dirigée par justement Michael J. Fox, qui était un acteur américain qui a été aussi atteint de la maladie très jeune. C'est grâce à ce type de fondation, à ce type de soutien, que l'on peut avancer mieux, plus vite. Il y a aussi toute une conscientisation au niveau de la société de mieux comprendre cette maladie, les différents aspects, ce que ça implique.
Donc, je veux croire que l'évolution, en termes général de ce qui est en train de se faire est positif, même si, effectivement, on pourrait aller plus vite et potentiellement avancer encore mieux. En tout cas, nous, de notre côté, on essaie de faire tout ce qu'on peut. On est encore une petite équipe, mais on essaie vraiment de faire tout ce qu'on peut. Et puis, je finirai aussi par dire, je dois avouer que, par exemple, le lien avec Cyril, on se voit 1 ou 2 fois par an, ça nous apporte, enfin, moi et mon équipe, quand même un côté humain et une interaction vraiment avec le jour de ce que ça implique pour les patients. Et c'est important même que les chercheurs, que les étudiants, ils aient ça en tête aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est dans un laboratoire. C'est une maladie que les gens vivent avec au jour le jour et il faut comprendre ce que vraiment ça implique. Honnêtement, le soutien de Cyril et l'interaction qu'on a toujours eue est extrêmement importante à tous ces niveaux-là. Nous avons vu avec notre équipe de Synergie que vous envisagiez des nouveaux essais sur 6 nouveaux patients. Qu'en est-il aujourd'hui? Effectivement, cette étude est la continuation de ce qu'on a fait il y a 3 ans, donc sur Marc au début, qui était le premier patient. Comme j'expliquais avant, l'idée c'est vraiment de commencer à tester ce type de thérapie sur des patients qui auraient des profils un peu différents, donc des âges différents, des types de troubles différents, pour comprendre quels patients vont bénéficier le plus de ce type de thérapie et aussi de comprendre quels autres pourraient ne pas en bénéficier. C'est quand même important de bien savoir quelle est la population qui va bénéficier de ça. Et donc on est au stade, donc on a écrit ce protocole clinique. Vous savez, il faut toujours toutes ces études, il faut les écrire, il faut qu'elles soient approuvées d'un point de vue médical et éthique par les autorités suisses. Donc on a tout rédigé, ça a été déjà accepté et on est au stade de chercher les premiers participants. C'est censé commencer, je pense, dans 1 mois ou 2, on va commencer avec le premier de ces 6 patients. Cette étude va se dérouler sur l'année et demie qui vient et j'espère qu'à terme de ça, soit ça a marché magnifiquement bien sur les 6 patients et on se dira waouh, c'est incroyable, ou peut-être que ça marchera très bien sur 2, 3, 4, peut-être moins bien sur 2 autres, mais on arrivera à comprendre pourquoi, ou on pourra optimiser pour l'un et pour l'autre. Enfin, le but, c'est vraiment de mieux comprendre comment cette thérapie qui pour l'instant a été testée sur 1 ou 2 patients, comment est-ce que ça va évoluer au cours du temps. Et je l'espère peut-être d'ici 5 ou 6 ans que ce soit quelque chose que l'on peut trouver dans d'autres hôpitaux, pas seulement à Lausanne, et que ça devienne vraiment, comme je disais avant, un outil pour les neurologues, quand ils ont un patient qui a ce type de problème, de se dire, voilà, on va faire recours à cette approche pour le traiter. Les entretiens de Synergie Mag. D'abord, un grand merci pour ces infos. Ensuite, j'ai une question plus personnelle. Cette fois, elle me concerne moi parce que je suis IMC depuis la naissance. Et ma question, c'est est-ce que ça peut jouer aussi pour mon cas, moi? Donc, jamais pu marcher. Est-ce que je peux marcher sans déambulateur un jour ou autre? Même plus besoin d'avoir ma chaise ou des trucs comme ça. Est-ce que ça peut jouer, cette technologie, pour mon genre de handicap? Je vais répondre que c'est quelque chose, en fait, à mon avis, on va tester. Donc déjà, juste pour expliquer, donc on avait développé cette thérapie et donc on l'avait testé sur des patients qui avaient des lésions de moelle épinière. On avait compris les mécanismes neurobiologiques de comment la stimulation, qu'est-ce que ça va recruter au niveau circuit, quelles cellules, comment est-ce que cela après se traduit par une contraction musculaire des muscles des jambes, ce qui va permettre de bouger les jambes quand on marche, etc. On a pu maintenant vérifier que le même type de mécanisme se maintient chez des patients avec la maladie de Parkinson. On est en train de le tester avec des personnes qui ont des AVC et effectivement, ce n'est pas du tout bizarre de se dire que ça s'appliquera à d'autres maladies qui affectent justement le système moteur, c'est-à-dire de la difficulté à bouger les bras ou les jambes ou même à marcher. Et donc, a priori, il n'y a pas de raison pour se dire que non. Comme je dis, il faut quand même le faire pas à pas, c'est-à-dire il faut s'assurer qu'à chaque fois, le mécanisme biologique est préservé parce que on comprend bien comment la stimulation nous permet d'améliorer la marche. Après, est-ce que pour les différentes maladies, ce mécanisme se maintient? C'est ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que ça prend du temps et on travaille également sur des modèles animaux à chaque fois pour vérifier est-ce que si on va stimuler là ou ici, quels sont les effets. Mais c'est clairement l'idée de penser qu'une thérapie comme celle-ci puisse s'appliquer à d'autres maladies et de plus en plus de maladies. Je pense que oui, tout à fait, absolument. C'est quelque chose qui se fera, je pense, dans le futur. Dans notre centre, c'est vrai qu'on travaille principalement sur ces 3-là, donc lésions de moelle épinière, Parkinson et AVC. Historiquement, on a plus travaillé sur lésions de moelle épinière. Moi, j'essaie de pousser autant que je peux ce qu'on fait sur la maladie de Parkinson. Et puis maintenant, il y a d'autres collègues à moi qui travaillent sur les AVC. Après, il faut aussi dire, on n'est pas le seul centre au monde qui travaille dans ces directions-là. Il y a des centres en Europe et aux États-Unis qui travaillent eux aussi sur des thérapies similaires, appliquées, à mon avis, à d'autres maladies. Donc, je pense que les résultats depuis 10 ans sont quand même assez prometteurs pour se dire que quand même les 10 années à venir vont vraiment mettre sur la table la capacité de ce type d'approche pour beaucoup d'autres maladies. Et je pense que c'est quand même assez prometteur. J'ai vu que vous vouliez construire des algorithmes aussi pour tout ça, donc ça consiste en quoi? Vous voulez mettre des robots là-dedans ou c'est quoi la base
Donc d'un point de vue algorithme, donc déjà il y a deux aspects si vous voulez. Donc quand on stimule la moelle épinière, la marche, il y a plusieurs phases. Donc il y a une phase d'extension, il y a une phase de flexion, il y a une phase de propulsion, et chacune de ces phases de la marche requiert la contraction de muscles spécifiques. Donc si moi je vais lever la jambe, je vais contracter tous les muscles fléchisseurs qui me permettent de lever la jambe. Si je vais pousser, il me faut contracter les muscles propulseurs si vous voulez. Tous ces muscles-là sont innervés par des circuits spécifiques dans la moelle épinière. Ce qui veut dire que si moi je veux aider quelqu'un à lever une jambe, je dois aller stimuler une région de la moelle épinière très spécifique. Par contre, si je veux l'aider à ce qu'il fasse une propulsion plus grande, il faut aller stimuler une autre région de la moelle épinière. Et donc au final, nos implants ont plusieurs petites électrodes que l'on va aller activer en temps réel en fonction de ce que la personne veut faire. Et j'insiste, du coup, quand quelqu'un est en train de marcher, l'activation de ces petites électrodes se font de façon l'un, l'autre, de façon à extension, flexion, par exemple. Et du coup, les algorithmes qu'on développe cherchent à justement permettre cela. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne, quelles sont les électrodes pour chacune de ces fonctions motrices. Une fois qu'on a trouvé les électrodes, il faut les paramétriser. Donc, quelle fréquence, quelle amplitude, etc. Donc, il y a toute une série de paramètres. Et ça peut prendre longtemps. Et donc, juste pour cette phase, on a aussi des algorithmes d'optimisation. Et une fois donc qu'on a trouvé les électrodes et qu'on les a paramétrisées, il faut les contrôler en temps réel. On met des petits senseurs sur les pieds, sur les jambes, etc. de façon à ce que, par exemple, si un patient veut lever la jambe, on va sentir ce petit mouvement avec le petit capteur sur la jambe et on va automatiquement, avec notre algorithme, aller activer l'électrode de la moelle épinière qu'il faut. À plusieurs niveaux, il faut justement des algorithmes pour trouver les électrodes, les optimiser, les contrôler. Les algorithmes, il y en a plein et ils vont tous dans ces directions-là. Donc ça, c'est ce qui en concerne la stimulation. Et peut-être je peux me permettre de rajouter qu'on travaille également sur des algorithmes qui permettraient donc de contrôler la stimulation médulaire, non pas avec des petits senseurs que je vous disais que l'on place sur les jambes, mais directement à partir du cerveau. C'est-à-dire que, et d'ailleurs le professeur Courtine et la professeure Bloch l'ont déjà montré sur un patient qui a eu une lésion dans la moelle épinière. Donc ce patient, il avait donc un stimulateur sur la moelle, mais il avait également un implant au niveau du cerveau. Et on utilisait les signaux cérébraux avec des algorithmes qui vont aller regarder les signaux cérébraux pour contrôler la stimulation médulaire. Et donc là, à nouveau, il y a des algorithmes qui permettent d'interpréter les signaux cérébraux en temps réel et de se dire « la personne veut lever la jambe automatiquement ». Et du coup, on va aller de façon automatique stimuler la moelle au bon endroit avec les bons paramètres et au bon moment pour favoriser ce mouvement. Donc au final, il y a des algorithmes vraiment un peu partout. Beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup d'ingénieurs dans l'équipe justement. De nos jours, c'est vrai que c'est des domaines où il y a des neurochirurgiens, des physiothérapeutes, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a de tout quoi. Finalement, c'est vrai que c'est très multidisciplinaire et puis voilà, on combine les algorithmes avec l'expertise des médecins au jour le jour. Les entretiens de Synergie Mag. Pour conclure, Eduardo et Cyril, vous auriez un message à faire passer ou encourager les gens? Moi, de mon côté, je vais juste dire que, en général, le message à faire passer, je pense, c'est qu'il y a quand même des avancées assez innovatrices qui donnent des résultats assez positifs et qu'il faut être confiant. Ça fait un peu science-fiction, etc. Mais il y a quand même des choses qui sont réelles, qui se font, qui donnent des bons résultats. Je pense que les années à venir vont quand même apporter beaucoup de nouveautés et que, voilà, il faut être confiant, il faut être positif et en tout cas, garder l'espoir, que l'on va réussir à faire avancer la chose et trouver des solutions pour les problèmes actuels. Merci beaucoup, Cyril. Vous avez quelque chose à ajouter? Et pour moi, je dirais, comme Eduardo a dit, il faut avoir confiance en eux parce que c'est leur quotidien et ils font tout pour nous rendre la vie la plus agréable possible. Et il faut vivre comme avant, mais voilà, avec une petite différence qu'on a cette maladie qui est en nous. Moi, je peux vivre comme tout le monde, mais à un rythme différent. Essayons, alors c'est compliqué au début, mais essayons de vivre avec elle et pas contre elle. Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Merci pour toutes ces informations pertinentes. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter et à partager.